Bon, on va arrêter là les cérémonies. La sélection. Chaque premier mercredi du mois, l'actu culturelle et toulousaine. C'est sans danger. C'est le podcast sur Booster FM 89.1. Allons-y. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le podcast de votre émission hebdomadaire d'actualité culturelle sur Radio Booster, Radio FMR avec en compagnie de Aurore comme d'habitude. Bonjour Aurore, le temps que je t'allume le micro, nous voici. Bonjour. Voilà, et il y a Loris aussi. Salut à tous. Et Christophe comme d'habitude. Salut. Aujourd'hui, il va être question Oui, pardon. On va parler de pop politique. Est-ce qu'il est possible d'être pop politique en 2015 ? On va aussi à savoir qu'est-ce qu'il faut faire au Nouvel An à Toulouse. Et pourquoi les dystopies sont autant à la mode à Toulouse. À Toulouse. Oui. À Hollywood. Ah oui, parce que à Toulouse, c'est notre radio, tu vois, c'est à Toulouse. Les dystopies à Toulouse. Oui, tout à fait. Un concept assez Voilà. sympa. Et on aura un invité. Un invité Alors là, c'est un invité mystère. Non, mais non, on va l'annoncer quand même. Bon, d'accord, c'est La Petite, la responsable communication de l'association La Petite qui s'occupe de promouvoir certains projets artistiques. Alors, c'est assez spécial, on en parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure. C'est très intéressant et c'est une association toulousaine qui promeut des artistes. Pour commencer, c'est la playlist du mois de décembre, puisque nous sommes en décembre. Oula, c'est bientôt Noël. Et on commence tout de suite avec les nouveaux albums, les nouvelles sorties qui sont compilées dans une playlist sur Deezer. Oh putain, c'est chiant à mourir ce truc. Non, DJ, envoie la musique. Écoutez tout le monde, mettez vos badges, on démarre dans 2 minutes. Notre sélection des meilleures sorties musicales du mois dans la playlist du podcast. Ce mois-ci, dans la playlist du podcast, pas mal de sorties assez intéressantes quand même. Notamment, je vais juste vous mettre en lumière 2 albums. Vous retrouvez toutes les nouveautés dans la playlist du podcast sur Deezer. Le nouvel album de Oxmo Puccino, un petit tour dans l'univers de la maîtrise des mots avec le nouvel album d'Oxmo Puccino. Intitulé La Voie lactée. Alors pourquoi La Voie lactée ? Parce que ce titre a été choisi tout simplement pour sa fascination pour le ciel et les étoiles, et il est plutôt difficile au début quand même de décoller avec cet album, j'ai trouvé, parce que Oxmo Puccino aime bien aller visiter plein de styles différents, et donc à chaque sortie c'est une nouvelle ambiance dans laquelle rentrer. Cette fois-ci il y a un peu plus de chansonnettes avec des mélodies nonchalantes et une musique qui semble à première vue dès qu'on l'écoute comme ça à la première écoute assez aseptisée, sauce 2015. Et pourtant, si je vous en parle, c'est que j'ai fini par apprécier cet album. Et il faut juste faire l'effort en fait de rentrer dedans et au final continuer à écouter les morceaux les uns après les autres jusqu'à apprécier cette nouvelle exploration d'Oxmo Puccino. Pour ce qui est des textes, sa plume est toujours assez bien trempée quand même. Les thèmes sont beaucoup moins prenants, mais laissent la place à une certaine réflexion sur ce qui nous entoure, avec des thèmes divers comme le désir de célébrité, la garde alternée ou encore l'unité de 1998. Donc des thèmes assez variés. Au final, si je devais vous conseiller un son sur cet album, ce serait le son Les Poteaux. C'est celui qui sort un peu de cet aspect de musique aseptisée sauce 2015 dont je vous parlais. On retrouve vraiment la force dans l'interprétation du texte, et ça m'a un peu fait penser à du Brassens façon Oxmo Puccino, autrement dit un assez beau mélange. Est-ce que vous voulez écouter un extrait de Les Poteaux Oxmo Puccino ? Ah oui, d'accord. Petite guitare. La guitare. Regarde. Ouais, ça, c'est le nouveau Oxmo Puccino, donc La Voie lactée, enfin sur l'album La Voie lactée. On dirait carrément du Brassens. Mais juste, quel est le rapport avec le nom de l'album ?
Alors, le rapport avec le nom de l'album, il le dit dans une interview, c'est juste qu'il a une fascination pour le ciel et les étoiles. D'accord. Non, il y a toute une histoire qui est derrière que j'ai pas voulu vous retranscrire, c'est Ouais. assez long à expliquer. Et Double Osmo Puccino le interprétation, comme dans les fait films. beaucoup mieux que moi puisque c'est quand même son projet. Oui. Mais en gros, il a imaginé. Je vous laisse aller voir l'interview sur mademoiselle.com par exemple. Il fait une interview, il explique. Oui, un site féministe. Mademoiselle.com. Boum. Et donc il fait une interview. Écoute, je me renseigne sur les artistes. Donc il fait une interview sur cet album et il explique pourquoi ce titre. Donc il y a un rapport quand même. Donc enfin il y a une des étoiles, donc je vais parler de copains. non mais Oui. il y a une histoire dedans. Par contre effectivement il y a des thèmes assez variés quand même sur l'album. Ah, moi je dis, ça devient la prochaine chronique locale. Ah bah, Nouvel Le prochain album. jingle. Nouvel album aussi qui marie le naturel à l'électronique et c'est pas souvent chose facile en musique puisque Nicolas Cruz quand même réussi à le faire. C'est l'artiste de cet album qui s'appelle Pander El Alma. On avait déjà écouté des projets avec merci pour l'accent. J'adore. Avec la même ambition, mais j'ai rarement entendu plus classe et épuré quand même que ce qui a été fait là. Avec des sons naturels comme de la flûte de Pan, des incantations tribales ou bien le son de la mer, des vagues, et bien vient s'ajouter le digital et c'est là que la création est très subtile car vraiment sur chaque morceau on a l'impression que l'un ne marcherait pas sans l'autre. Le tout est très relaxant, donne aussi envie de bouger de temps en temps et il ne s'agit pas non plus d'un album de relaxation avec des bruits de vagues et le chant des oiseaux. Là on est quand même vraiment au-dessus de ça. Pour le coup on rentre très vite dans cet album, on n'a pas envie d'en sortir avant la fin. Je sais absolument pas comment il a été réalisé mais et d'ailleurs il a été autoproduit mais ça m'intrigue vraiment parce qu'il est tellement il est très pur on va dire donc c'est très intéressant à écouter. L'album je vous rappelle le nom s'appelle Pander El Alma de Nicolas Cruz. Extrait. Allez, je le laisse en fond parce que c'est quand même oui. assez sympa. Et là, vous avez pas entendu, c'est le début du morceau, ça arrive. Bon, bref. Ouais, mais comment t'as découvert cet album? Dans les nouveautés de Deezer. Ah ouais, d'accord. Léo a ses secrets. J'ai mis Ah bah oui, très professionnel. Je dirais surtout pas Professionnel comment. de la musique, personne ne Allez, sait où il les trouve. Deuxième partie de la chronique, on sort de la playlist et on va parler un petit peu de l'actualité musicale plus en général avec la Borders de MIA, le clip sur les migrants. Ouais. Alors être pop et politique en 2015 et depuis quelques années est-il trop risqué? En tout cas la chanteuse, compositrice, interprète, réalisatrice et j'en passe MIA prend en tout cas ce risque et ça lui réussit. Elle vient de sortir le clip de Borders, un titre dans lequel elle rentre dans le vif de l'actualité en réagissant sur la situation et l'accueil absurde des réfugiés aux portes de l'Europe. Un son assez abrupt comme à son habitude, dans le sens positif du terme pour parler de ce sujet, avec des paroles qui mettent en lumière l'incompréhension et la manipulation des mots par les puissants ainsi que la responsabilité de tous. Donc MIA s'engage vraiment sur le sujet avec des paroles assez claires quand même. Franchement. Oui, Que je vous invite à aller regarder sur internet et Ah, bien. à aller écouter le titre Borders. Le plus intéressant quand même dans tout ça c'est la vidéo, j'ai trouvé, parce que c'est vraiment une œuvre à part entière et même en dehors du morceau tous les plans sont hyper visuels et travaillés. On y voit des migrants derrière MIA en leader charismatique essayer d'escalader des grillages aux frontières. On les voit sur des bateaux de fortune. Il y a un plan très fort d'une étonnante sculpture humaine avec plein de migrants formant un bateau. Elle en profite aussi pour tacler deux entreprises, la compagnie aérienne Fly Emirates qui est transformée sur le maillot du PSG que MIA porte en Fly Pirates et la Banque nationale du Qatar qui finance la Coupe du monde de football pour laquelle des migrants meurent sur les chantiers. Ouais. Mais en quoi MIA est-elle légitime sur ce sujet? On connaît les origines sri-lankaises de l'artiste, mais on comprend encore mieux son implication avec un tweet qu'elle a posté sur son compte dans lequel elle explique que son oncle Bala, à qui elle dédicace le clip, a été l'un des premiers migrants tamils à venir au Royaume-Uni dans les années 60 et elle en a d'ailleurs profité pour le remercier d'avoir aidé sa famille à quitter le Sri Lanka dont elle est originaire.
Bon, au final, diffuser ses idées sur une cause aussi importante et aberrante que l'accueil des migrants par la musique est toujours une bonne chose et ça fait plaisir de voir que la musique engagée n'est pas réservée aux guitares chants à la française des campagnes. Borders pourrait, pourquoi pas, devenir le get-up stand-up de la crise des migrants. Un clip à retrouver sur Apple Music et le titre Borders est par ailleurs extrait de l'album Madadadata. Bon, j'arrive pas à le prononcer, c'est pas grave, vous allez voir le titre sur internet. Le 5e opus de MIA dans lequel elle a prévu une vidéo pour chaque titre qui sortira en single. Totalement autre chose, on a décidé de ne pas revenir sur les événements de novembre pour la simple raison qu'on a entendu parler que de ça pendant 3 semaines et nous ne sommes pas des spécialistes de cette question, c'est pas le sujet de l'émission, donc on va éviter les erreurs et approximations. On préfère continuer à parler de musique comme si de rien n'était et emmerder ceux que ça dérange. S'il y a bien quelque chose que le sujet qui est le sujet de l'émission, ben c'est la musique. Et la musique, il en a été très vite question le 13 novembre avec ces attentats, puisqu'il y a eu quand même pas mal d'approximations sur ce qu'était le groupe des Eagles of Death Metal, le groupe qui est joué au Bataclan ce jour-là. C'est clair. Et donc les médias généralistes ont fait pas mal d'approximations, ce qu'on peut comprendre puisqu'effectivement il ne s'agit pas d'un groupe hyper connu, mainstream, etc. Donc c'est compréhensible que beaucoup de gens ne le connaissent pas, mais il est quand même important de rétablir la vérité et mettre en lumière ce qu'est vraiment ce groupe. S'il y a bien de mettre en lumière ce groupe, je reprends ma phrase. Un petit historique rapide, il s'agit d'un duo américain californien à la base, composé de Jesse Hughes au chant et à la guitare et Josh Homme, leader de Queen of the Stone Age, qui crée le groupe en 98. En fait, c'est un petit peu l'histoire de deux potes de lycée, même si les deux ont eu leur groupe séparé. C'est surtout Josh Homme qui était, comme je le disais, le leader de Queen of the Stone Age. Donc, une petite anecdote quand même assez drôle qui a forgé l'histoire du groupe et que j'ai pu entendre dans le très bon podcast de musique No Fun. Eh bien, les Eagles avaient pris quelques dates aux États-Unis pour faire la première partie de la reformation des Guns N' Roses. Et au cours d'un concert, eh bien, Axl Rose, qui est le chanteur des Guns N' Roses, a entendu cette première partie. Et quand il a entendu le groupe, eh bien, il a demandé c'est quoi ce groupe? Et là, on lui a répondu que c'était les Eagles of Death Metal. Oui. Et il a répondu mais c'est les Pigeons of Shit Metal. Et ils se sont fait virer la tournée. Et l'histoire a tellement plu à Jesse Hughes qu'il s'est fait tatouer Pigeons of Shit Metal sur le bras. Énorme, je savais pas. Bon, au final, puisque c'était le sujet de la chronique quand même pour l'univers musical de Eagle of Death Metal, eh bien, ça n'a rien à voir avec un groupe de death metal, mais plutôt avec les groupes rock des années 70. Piece of shit death metal. Allez, Merci beaucoup parce que je ne connaissais pas. On termine ces actualités musicales avec le crowbar qui a été retrouvé sur une autoroute du centre de la France. Alors quel est le truc le plus cool que l'on puisse faire avec un bus à étage et des potes? Le truc le plus cool qu'on puisse faire. Une fête. Ah ouais. Oui, c'est ça. Une fête. T'as tout dit. Oh, clip de Jason. Le transformer en café végétarien et mobilhome et traverser à travers toute l'Europe. Et bien c'est le rêve que vivait le photographe britannique Tom Hunter avec ses potes en 1995. Grâce à ces photos notamment, l'histoire du crowbar a pas mal retenu l'attention des amateurs de rave et fêtes mobiles impromptues. Elle est où ma fête? Après 2 ans de rave non-stop, Hunter a décidé en fait de léguer son véhicule à Gary DS, qui était le leader du groupe punk 2000 Dirty Squatters. Ils sont restés amis et puis après quelques années, je cite Hunter, il a appris que le moteur avait lâché et que le bus était parti à la casse. Mais malgré les rumeurs qui étaient arrivées à ses oreilles, le bus n'a en fait jamais été démoli, mais juste abandonné. Selon un article de la BBC, un véhicule en ruine a récemment été découvert au bord d'une autoroute du centre de la France. Il n'y a pas eu plus de précision concernant le lieu et qui correspondait totalement à la description du crowbar. C'est un bus vraiment de fou. Et en fait, le gars de la décharge l'avait mis au bord de la route et il s'en servait de panneau publicitaire pour un marché aux puces. Un type est passé là, l'a pris en photo et a contacté ensuite la compagnie de transport de Cardiff pour finir par retrouver Hunter qui n'a pas encore fêté les retrouvailles avec son bus, mais qui espère le restaurer pour ses enfants afin qu'ils puissent eux aussi vivre plus tard leur propre rave-aventure. Quand tu dis l'heure, tu parles de Hunt et son bus? Leur retrouvailles, etc. Oui, bien sûr. Ah oui, d'accord. La petite personnalité.
Voilà, et je cite une dernière phrase de Tom Hunter. Il dit « La vie moderne consiste à rentrer chez toi, fermer la porte à clé, aller sur ton ordinateur et réfléchir à ce que tu feras le lendemain. Oui. Tout est tellement planifié, méticuleux et ennuyeux, les trucs magiques se passent une fois que tu quittes ta maison et ton job. » Voilà un petit peu le rêve et la vision de Tom Hunter, qui a d'ailleurs exposé ces clichés que je vous invite à aller chiner sur internet, jeter un petit coup d'œil. Ils sont réunis dans un portfolio intitulé Le Crowbar, et il y a The Crowbar, et il y en a pas mal sur la toile. Elles rendent vraiment bien compte de l'ambiance qui devait régner avant que la police commence à vouloir mettre un terme à tous ces super. mouvements de rave nocturne. Tout à fait d'accord. Ce sera tout pour les actualités musicales de ce mois-ci. C'est l'heure de la chronique chronique locale. Jingle. Alors ce mois-ci, dans la chronique locale, on parle un petit peu de... Mais de Noël quand même, parce que c'est bientôt. C'est local. On se retrouvera que l'année prochaine en fait. Eh oui, c'est vrai, c'est la dernière émission il avec y a vous. Noël, le Nouvel An et plein d'autres. Il y a mon anniversaire aussi, mercredi prochain. Et donc on parlera du marché de Noël. Alors est-ce que je pourrais avoir un petit jingle? C'est parti. Oui, je prépare la bonne gerboulade d'escargot à l'ancienne, comme le préparait mon grand-père. C'est une fabrication artisanale. C'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles. Station Jean Jaurès. Correspondance ligne A. Toute l'actu culturelle toulousaine, c'est de la chronique locale. Très bien. Sortir au réveillon du Nouvel An à Toulouse, pourquoi pas? Donc plutôt que de faire une grosse soirée chez vous, vous pouvez sortir. Alors il y a plein de possibilités. Vous pouvez aller en boîte, au bowling, au Royal Buffet, partout vraiment. Il y a plein de restos, plein de soirées un peu partout. Alors la première possibilité, c'est d'abord au bowling. Alors il y a le bowling de Gramont, de Montaudran ou le bowling center avenue des Minimes. Donc pour 49 €, bon c'est une somme, hein, mais vous avez un buffet à volonté au bowling center et un repas plutôt pas mal à Gramont à Montaudran. Alors je vous donne des petits exemples pour me donner l'eau à la bouche. Des mi-cuits de bar au fromage de chèvre et poire caramélisée ou déclinaison de foie gras sur toast. Bon voilà, ça fait envie. Puis après bien sûr il y a une soirée dansante jusqu'au bout de la nuit, jusqu'à 5h du matin je crois, voire même un peu plus. Enfin ça dure toujours un petit peu plus longtemps. Plus d'infos sur www.bowlingtoulouse.com. Pourquoi pas aussi au Royal Buffet. Bon c'est un petit peu plus familial, hein, ça fait moins rêver, je suis d'accord. Mais si vous voulez emmener vos enfants pour faire la fête, au Royal Buffet d'Atlanta pour 30 € pour les adultes, 25 € pour les enfants ou 20 € pour les plus jeunes. Vous pourrez donc profiter d'un petit buffet à volonté, d'un karaoké et d'un DJ jusqu'à 5h du matin, réservation obligatoire. Puis vous pouvez aussi aller en boîte, hein, pour les plus gros fêtards et pour les majeurs bien sûr, il faut avoir 18 ans quand même. Au club de Gramont, 20 € l'entrée, le dress code c'est chic. Voilà, donc ce sera faudra bien être bien habillé, mais bien sûr c'est le Nouvel An, c'est normal. Et en fait il y a deux salles, une salle années 80 et 2000 pour ceux qui sont un peu plus Gilbert Montagnier et tout ça, et une ambiance un peu plus clubbing, c'est la référence. C'est vrai. Et puis pour les plus chics, le bar Tapas Club L'Étoile organise aussi sa soirée dans une ambiance chic et glamour. Vous pouvez réserver au 05 61 61 02 02 et c'est 2 avenue d'Atlanta, pas loin du Royal Buffet. Voilà donc pour sortir au réveillon à Toulouse. Vous avez aussi donc le marché de Noël qui a déjà ouvert au Capitole la semaine dernière. Il est ouvert jusqu'au 27 décembre, il a 127 chalets en tout. 4 chalets sont dédiés à la création toulousaine. 52 artisans et créateurs s'y succéderont tous les jours. Un chalet donc est réservé au Père Noël, donc vous pouvez rendre visite au Père Noël dans son petit chalet. Le village est ouvert tous les jours de 10h30 à 20h30 du lundi au jeudi, et le dimanche il est ouvert jusqu'à 22h. Il est ouvert jusqu'à 22h tous les vendredis et les samedis, excusez-moi. Mais cette année, la nouveauté, c'est qu'il y a un second marché qui n'est pas place Arnaud Bernard, mais qui est sur les allées Jules Guesde, en face du Quai des Savoirs, du 5 au 20 décembre. Avec là, c'est plus des artisans locaux. Pour ceux qui veulent des petits bijoux, de la petite création toulousaine et des produits un petit peu plus locaux, c'est sûr que c'est vrai que c'est pas au Capitole que vous les trouverez, c'est donc en face du Quai des Savoirs. Là, vous pourrez trouver donc du commerce équitable, de l'alimentation bio, des confitures, des jouets, des bijoux, des objets de décoration, tout ce que vous voulez, des trucs locaux et artisanaux. Et quant à lui, le village est ouvert tous les jours de 10h30 à 20h30 et il est aussi ouvert à 22h jusqu'à 22h le vendredi et le samedi. Et la petite animation pour les enfants, si vous voulez les occuper un petit peu et que vous êtes en ville, c'est derrière le donjon, derrière le Capitole, il y a un conte qui est projeté toutes les 15 minutes comme l'année dernière en fait. Il y a un petit conte avec des petites étoiles et tout. 5, voilà. 4, Ouais, exactement. 3, 2, 1. Voilà, exactement. Bah, Michael Bay.
Après, donc, pour ceux qui se posaient la question ensuite, donc aux événements dont on a parlé tout à l'heure avec Léo du 13 novembre, pour ceux qui se demandaient s'il y aurait une fan zone à Toulouse pendant l'Euro de football, donc vous savez, les fan zones, c'est des petites. C'est les zones de fans. C'est les no-go zones. C'est les no-go zones, j'ai oublié ça. C'est les places avec un grand écran géant où tous les supporters se retrouvent pour suivre les matchs de foot de l'Euro. Donc malgré les incidents, la réticence du gouvernement, la fédération française qui était un peu contre et la mairie aussi, en fait ils ont décidé que les fan zones allaient être autorisées à Toulouse. Alors pourquoi? Tout simplement pour ne pas avoir des petits groupements plus difficiles à sécuriser dans la ville. Là au moins on aura juste un endroit sécurisé et vraiment à bien préparer. On a encore quelques mois pour le préparer, donc là il n'y aura pas de souci sur ça. Et bien sûr la sécurité sera renforcée avec des augmentations des contrôles, des papiers et tout ça, la vidéosurveillance. Oh non, pas des contrôles, j'aime pas les évaluations. Et pour ceux qui veulent savoir un petit peu où c'est, donc là je vous rappelle que l'Euro se déroulera en juin et en juillet en France et notamment à Toulouse, et là donc avec des matchs au stadium, et il y aura aussi une fan zone qui est prévue sur les allées Jules Gaz, juste à côté du marché Noël qui se trouve en face du quai des Savoirs. Ça sera sur une superficie de 12 000 m², il y aura des points de restauration, un écran géant bien sûr et des petites animations. Je pense qu'il y aura des petits cocards à distribuer gratos, tout ça. Ouais, ça fait toujours plaisir. Et donc si vous voulez vous y rendre, elle sera installée à partir du 23 mai et elle sera donc jusqu'au 17 juillet, jusqu'à la fin de l'Euro pour suivre la finale en ville à Toulouse. Yes. Et enfin la dernière info, c'est une petite brigade fluviale qui va être prochainement installée au bord de la Garonne, tout simplement, qui sera chargée de surveiller les eaux de la Garonne et notamment le respect des règles de navigation. Donc voilà, une petite brigade qui va s'occuper de la Garonne. Elle interviendra en cas d'accident et notamment lors des grosses soirées toulousaines telles que le festival Rio Loco, la fête de la musique ou aussi pendant l'Euro de foot. Et c'est aussi pour éviter les risques de noyade qui arrivent quelquefois malheureusement à Toulouse sous l'effet de substances telles que l'alcool. Voilà pour ma chronique locale. Et enfin ce week-end c'est les élections, donc n'oubliez pas d'aller voter parce que c'est très important. Très très important effectivement, les élections régionales. Tout de suite c'est la chronique cinéma avec Aurore et Christophe. Comme chaque mois ils vont nous décrypter un petit peu le cinéma d'aujourd'hui. Entrez dans une salle de cinéma, découvrir un nouvel univers, le comprendre grâce au duo magique Aurore, Christophe. Vraiment à chaque fois il me tue vraiment ce jingle. Donc moi là je vais parler, enfin avec Christophe on a décidé de parler de la mode des dystopies à Hollywood. Donc qu'est-ce qu'une dystopie? Donc une dystopie en fait c'est un genre littéraire et cinématographique maintenant qui montre une société fictive, catastrophique le plus souvent, pour montrer un aspect inquiétant de notre société. Donc par exemple en ce moment la grande mode c'est les jeunes qui se rebellent contre une société totalitariste, inspirée par les plus âgés. Et en ce moment c'est vraiment la mode à Hollywood. On le voit avec Hunger Games, là il y a le dernier volet de Hunger Games qui est sorti. Yes. Donc Hunger Games qui montre les dangers de la propagande, des médias et après il y a aussi Divergente là, le 3 va sortir je crois. Waouh, toujours plus. Allez. Qui montre le fait d'appartenir à une communauté avec pas de diversité, une idée de faction, de classement, genre appartenir vraiment à un genre de personnes et c'est tout. Ouais. Et il y a aussi Labyrinthe là, il y a le 2 qui est sorti. Qui parle des expériences scientifiques et donc on a une polémique quand même intéressante. C'est est-il juste de retenir en captivité des jeunes pour sauver une communauté entière? Et donc en gros est-ce qu'on peut sacrifier des individus pour en sauver beaucoup plus Oui, c'est le sacrifice de sauver une personne, de tuer une personne pour en sauver 10 que... Ouais, voilà. En gros c'est est-ce que la fin justifie les moyens? Oui. Et donc voilà, et on va essayer de comprendre qu'est-ce que cet effet de mode montre sur notre société. Donc ouais, mais quand même ces films, au niveau de l'idée, ils se ressemblent vraiment beaucoup. Ouais, il y a toujours le même schéma. Il y a toujours le même schéma, etc. Et même une mode, c'est un effet de mode, tu vois. Voilà, mais même mon père de 70 ans, il a vu Hunger Games et Divergente, et puis le retour sur les deux, il fait... Ouais, y a pas trop de différence, hein. y a rien d'énorme en fait. Ouais, c'est sûr. Mais et malgré tout, je trouve que chacun quand même, ils ont quand même leur singularité. Oui. Enfin, même si ça reste très très hollywoodien, dans le sens que, dans le sens que, par exemple dans Hunger Games, même si au final,
Ah oui, merde, je vais spoiler. Non, je vais éviter de spoiler, mais Allez, vas-y. au final. Allez. Attention, alerte au spoil. Alerte spoil, débranchez vos micros. Donc même si au final, les Katniss étaient donc dans le groupe des rebelles qui au final n'était pas mieux que le groupe totalitariste et avec la dictature, on voyait qu'ils avaient instauré une dictature. Malgré tout, c'est quand même la gentille qui va sauver le monde et tout, et elle n'est pas remise en question. C'est toujours elle qui va avoir raison parce que c'est l'héroïne. Utopie la plus totale. C'est bon. Et Labyrinthe aussi, je trouve que dans ce sens-là, Non, Labyrinthe, c'est une tuerie. Hein. Oui, mais rien à Labyrinthe, dire. je trouve qu'il se différencie des autres Ah en oui, fait. c'est clair. En fait, dans le sens que pour la première fois, on donne pas forcément raison au héros. Yes. Enfin ça. bon, pour éviter de encore plus Oui, spoiler, non, je vais mais arrêter tout là, à mais- fait, c'est ça. Ouais, voilà. Et donc, en fait, je pense que. Oui, non, mais j'avais une question à poser. Est-ce que c'est vraiment une mode les dystopies en ce moment à Hollywood ou est-ce parce que ça a toujours existé, enfin il y a toujours eu énormément de films sur ces principes-là. Ben ouais, mais enfin, c'est quoi que t'appelles ces principes-là? Mais sur le principe de la dystopie. Se révolter. Ben franchement, pas à cette échelle en tout cas. Enfin. C'est juste que c'est plus fréquent, je pense. En tout cas, je pense que ça a toujours été là, mais quelque part, et que tout le monde le pense. Mais je pense juste que là, comme on le dit, c'est un effet de mode dans le sens que c'est plus fréquent, qu'on le voit plus, et que à une échelle plus réduite dans le temps. Mais que quelque part, ça changera jamais, quoi. Qu'il y aura toujours. Moi, je pense pas parce que regarde, tu compares avec les films pour ados des années 50. Ah oui, non mais tu vas loin. Oui, bon. Loin. Ah mais si, je parlais de ça. Hein. Ah Mais- ok. Comment c'est loin? Allez. Ça me perturbe, il n'y a plus de musique. Mais en gros, tu compares avec les films des années 50, c'était des jeunes qui se rebellaient, mais avec seulement contre leur école ou des choses comme ça. Voilà, tandis que là, c'est contre tout un système, contre une politique, contre un mode de vie. Garde des boutons. Pardon. Oui, c'est vrai, c'est contre, c'est cette idée qui revient de plus en plus souvent. Mais aussi, c'est parce que les gens commencent à ouvrir de plus en plus les yeux sur le monde d'aujourd'hui, je pense. Et que T'es sûr de ça? Hein? T'es sûr de ça? Bah, petit à petit, on commence à se rendre compte qu'on n'est pas tout seul. Hein? Non, on n'est ouais, pas c'est tout vrai. seul. Non, mais enfin, personnellement, je trouve. Après, c'est vrai on commence vraiment à être dans notre bulle. Il y a qu'à le voir dans le métro, etc. Personne ne parle aux autres. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on commence vraiment à comprendre à l'échelle humaine ce qui se passe. Que, en fait, nous, on a la chance d'être libre, par exemple, de pouvoir s'exprimer sur cette radio. Mais que ça pourrait basculer. Voilà. Ouais, Voilà. Et je pense aussi. on s'en rend de plus en plus compte. Mais Ouais. et que cette idée de dystopie, en fin de compte, on dit oui, ça peut pas se reproduire, etc. Mais si on veut faire un lien avec maintenant, il y a eu des expériences qui sont passées il y a pas très longtemps, genre il y a 2-3 ans. Merci aux cours de philosophie, j'adore. Et qui permettent de prouver qu'en fait ce genre de donner en fait le pouvoir à l'État et de remettre en question ce pouvoir, c'est vraiment dur dans notre société. Oui, c'est sûr, vraiment parce qu'il y a très dur. l'effet de masse, de groupe. Voilà. Ouais. Et ils ont fait cette expérience sur un plateau télé. Un plateau télé, c'est-à-dire qu'il y a des gens et des faux spectateurs. En fait, c'était des psychologues. Des faux spectateurs, il y avait des caméras, etc. Et on mettait une personne qu'on ne pouvait pas... En fait, on met 2 personnes. Un bourreau et une victime, entre guillemets. La victime est une fausse victime, faut le dire. Le jeu est basé sur des questions. Alors, le bourreau a la possibilité de poser des questions, et si la victime répond faux, elle lui envoie des décharges de plus en plus fortes en fonction des réponses fausses ou vraies. Compris ? Mais vu qu'elle ne la voit pas et qu'elle n'entend que des cris, il se trouve que la plupart des personnes ne s'arrêtent qu'au bout du 8e palier. Au bout du 8e palier, elles commencent à comprendre que ce qu'elles font n'est pas bien, même si c'est un jeu. Même si c'est un jeu et qu'elles peuvent gagner de l'argent et qu'on leur donne, en fait, que le présentateur, le scientifique, etc. ne lui donne pas tort, bah on ne le remet pas en question. Donc la question c'est dans cette dystopie, parce que là ils remettent en question les pouvoirs qui sont placés. Est-ce que en fin de compte, à travers ces films, est-ce qu'ils essaient de nous balancer oui, révoltez-vous, etc. les réalisateurs? Ça m'étonnerait quand même, parce que c'est quand même des grosses productions américaines. Ouais, je pense. Mais la question c'est pourquoi ça plaît, puisque comme vous avez dit, il y en a eu, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. La question c'est vraiment pourquoi ça plaît. Et moi je pense que ce qu'on peut mettre en rapport, c'est que évidemment c'est des aventures folles avec des voilà. Oui. Et mais malgré tout avec des problèmes bien actuels, donc la science et tout, voilà. Yes. Et donc je pense que c'est une manière pour
je pense que c'est une manière pour les pour les jeunes de vouloir dire qu'ils veulent faire quelque chose, qu'ils veulent agir contre un monde un peu gouverné par une autorité supérieure. Oui, oui. Par les Illuminati. Non, J'allais dire par les vieux, mais je me suis Non mais tu comprends parce que je trouve que les gens crient un peu trop rapidement à la révolution, tu vois. Genre ces dernières années ils sont tout le temps en mode ah on se fait opprimer, révolution, tu vois. Et finalement il se passe rien. Et il se passe rien. Ouais, moi je pense qu'en fait c'est un peu un appel à s'engager politiquement, enfin vraiment pour instaurer notre société. C'est pas du pur divertissement, tu penses? Armée de terre, engagez-vous. Je pense que malgré tout, si ça plaît, c'est qu'il y a une raison, c'est que je pense que les jeunes se sentent un peu inactifs. D'ailleurs, la moyenne d'âge en politique est de 54 ans et les jeunes sont surtout touchés par le chômage. Donc je pense que ça leur plaît parce qu'ils veulent... Je t'écoute. Oui, ça leur plaît parce qu'ils veulent trouver un moyen d'agir en fait, je pense, sur leur politique et sur leur système. Et je pense que voilà. D'accord. Tu veux, enfin personnellement moi je pense. C'était pour conclure, vas-y. Ouais non mais je conclue vite. C'est vite fait. En fait je pense surtout que si ça leur plaît c'est parce qu'on a toujours été fasciné par l'image du résistant par exemple, tu vois. Oui voilà, c'est plus ça je pense. C'est plus ça. C'est plus une fascination. Voilà, c'est plus une fascination qu'autre chose. Hein. C'est plus tu vois quand tu es dans l'ordre du divertissement, voir des gens qui se révoltent et qui se disent ouais on se laisse pas faire, on est capable de faire de grandes choses une fois qu'on est ensemble. C'est fascinant, tu vois, de se dire oui, on est capable de grandes choses une fois qu'on est unis. Mais c'est plus une sorte de divertissement et une manière de se dire en fait on s'endort. C'est une sorte d'opium en fait, tu vois, puisqu'on s'endort dans l'idée que vu à travers ces films, vu qu'on peut le faire, pourquoi dans la réalité on pourrait pas le faire? Et donc on se dit oui, mais de toute façon du jour au lendemain, si ça arrive, nous aussi on se révoltera. Alors que c'est peut-être pas vrai. Bon, on va conclure sur ça. Ça me va. Les dystopies à Hollywood très à la mode en ce moment. Dans un instant, on reçoit Robin de l'association La Petite. Bonjour. Juste après, Chill Bump et Hippocampe Fou qui est au Converse Avant-Poste. C'était à l'Olympia et donc vous pouvez voir la vidéo sur YouTube et je vous fais écouter le live. Chill Bump et Hippocampe Fou qui étaient au Converse Avant-Poste en concert à l'Olympia. C'était leur live. Et maintenant, il est l'heure de l'interview avec Robin de La Petite. Alors, bonjour. Rebonjour. Rebonjour Merci plutôt. de m'inviter. Est-ce que déjà tu peux nous présenter l'association brièvement Alors La Petite, c'est une association qui existe depuis 10 ans, qui a été créée en 2004. L'historique rapide, au début c'était un collectif d'artistes qui s'appelait La Petite Compagnie. Et en 2006, on a eu une nouvelle directrice, qui est notre directrice actuelle, Émilie Lecourtois. Et du coup, qui a commencé à amener une direction beaucoup plus sur les créations de musique électronique dans l'association. Et on a commencé à évoluer, à faire des événements, et notamment le festival La Petite Invite, où on a invité les Nuits Sonores, le Worldwide Festival et les Femmes Sans Mal à Toulouse pendant 5 ans. Et du coup, depuis plus de 2 ans, on a le projet The Waiting Room à Toulouse, qui est une saison musicale à l'année. Et d'ailleurs, c'est quoi en fait le projet The Waiting Room? Parce que j'ai vu ça sur votre site et voilà. Alors, The Waiting Room, c'est un concert tous les 6 semaines et c'est intégrer du coup des musiques électroniques dans l'urbain. Du coup, investir des lieux du patrimoine toulousain et amener un peu une nouvelle lumière à ces lieux en apportant du coup en invitant des jeunes artistes de musique électronique à jouer. D'accord. Voilà. Et vous avez fait quoi par exemple votre dernier Waiting Room, ça se passait où? Alors c'était à la Chapelle des Carmélites, qui est qui est à côté de la rue du Thor. C'était le lancement de notre 3e saison. Après on a fait le musée des Augustins pour la nuit des musées. On a fait l'espace d'art contemporain lieu commun. On a fait l'espace Cobalt qui est une ancienne friche industrielle. Le IPN, enfin voilà, plein de lieux atypiques en fait. On fait jamais dans des salles de concert. Vraiment c'est justement à chaque fois pour faire découvrir la ville de Toulouse d'une autre manière. Et c'est vous qui allez vers les lieux, qui allez demander aux lieux s'ils sont, ou c'est les lieux les endroits qui nous contactent. Alors au début évidemment c'était nous qui allons vers eux. Ouais. Et puis quand on a fait la nuit des musées là en mai dernier aux Augustins, on a fait 8500 personnes. Donc on a été le musée de province qui a le fait plus d'entrées après Paris. Donc ça nous a fait un joli coup de pub et puis ça s'était très bien passé avec le musée et depuis ce moment-là en fait tous les lieux sont venus nous voir. Voilà. Du coup vous êtes combien dans l'association pour gérer tout le...
Alors en fait, l'association, j'ai fait que j'étais un peu rapide tout à l'heure, mais on fait pas que de l'événementiel. On fait aussi de l'action culturelle avec le projet Vois ton corps, qui sont des ateliers d'expression corporelle et vocale à destination des femmes en insertion. Donc on travaille avec des musiciens et des participantes pour travailler sur la reprise de confiance en soi avec des DJ sur les musiques électroniques. Donc il y a une personne qui s'occupe de ce projet-là, et sur The Waiting Room, on est 2. Donc moi, qui m'occupe de la direction artistique et de la communication, et Bérangère, qui s'occupe de la production. Voilà, des événements. D'accord, et donc au niveau des musiques, vous êtes vraiment sur les musiques électroniques C'est notre spécialité. Après, on est vraiment sur... Enfin, moi, le désir que j'ai par rapport à The Waiting Room, c'est vraiment de faire découvrir aux gens des artistes que je trouve qui innovent dans la musique ou qui ont un message assez fort, et faire venir des artistes qui sont jamais venus à Toulouse. Voilà. D'accord. Du coup, c'est des artistes qui viennent d'un peu partout en France et... On a de l'international. Moi, j'aime beaucoup la scène anglaise, donc du coup, c'est vrai que j'ai pas mal invité d'artistes anglais. Mais on a eu des Italiens. Vraiment, surtout, ce que j'essaie de faire, c'est d'avoir une programmation qui s'accorde avec le lieu, de créer vraiment un lien. Là, pour la chapelle des Carmélites, d'habitude, je ramenais des artistes plutôt techno, assez sombres, dans une chapelle pour vraiment créer une ambiance assez froide. Et là, cette fois-ci, j'ai vraiment ramené quelqu'un, un Belge, pardon, qui a fait beaucoup d'acid house, un truc très festif des années 90, pour vraiment créer un contraste avec le lieu où tu pouvais te croire dans une rave party dans les années 90, mais en fait, non, t'étais dans une église. Voilà. Ah, ok. Et du coup, oui, qu'est-ce que je voulais demander les artistes que t'aimes bien en ce moment, enfin que que tu rêverais d'inviter, ou je sais pas. Il y en a beaucoup. Bah déjà, je peux vous parler de la soirée de demain. Voilà. Ah bah oui, voilà. Oui, voilà. Donc du coup, demain, on fait une soirée au musée des abattoirs. C'est la première qu'on fait là-bas. Et on fait, du coup, on ramène Zaltan, qui est un artiste français, qui a le label Antinote, un label parisien qui fait des sorties assez éclectiques mais pointues, notamment avec le groupe Syracuse, qui sont joués au Sieste Électronique, au festival il y a 2 ans. Et Zaltan, c'est vraiment c'est un digger. Alors digger, ça veut dire quelqu'un qui fouille tout le temps dans la musique, voilà. Et c'est un mec qui a des pépites musicales, des vinyles inconnus, et donc du coup qui peut mélanger quelque chose, un vinyle sorti, un truc africain de je sais pas quelle année, avec un son techno hyper récent. Donc c'est très éclectique, et en même temps c'est très dansant et c'est assez joyeux, voilà. Et ensuite il y a Olan. Alors lui, c'est un artiste anglais que j'ai vraiment inconnu bataillon, mais que j'ai découvert par un magazine qui s'appelle The Wire. Et c'est un mec qui fait vraiment de la performance et qui a sorti une cassette audio avec vraiment des trucs faits dans son garage. C'est hyper noise, mélangé un peu avec des pianos pop. Enfin, voilà, c'est très particulier, mais ça va être chouette. Et dans les artistes que je veux faire venir, je sais pas, c'est trop dur. Je vais pas le dire parce que le concept, c'est qu'à chaque fois, je garde les artistes secrets. Alors si je l'ai dit et que je les fais jouer, voilà. C'est sûr. D'accord. Et du coup, comment vous... comment dire combien de temps ça prend de préparer une soirée Un événement un événement comme les nôtres. En fait, le plus difficile dans un événement, c'est les lieux. Donc ce qui était très compliqué au début, c'est contacter les lieux et de convaincre les lieux, parce qu'on fait des musiques électroniques, même si c'est sur un format de 19h30 à 23h, donc un format tôt. Voilà, les musiques électroniques ont quand même une vision assez négative, voilà, quelque chose. Et nous, on invite des artistes club, mais c'est-à-dire que tu pourrais entendre entre 4h et 6h du mat, mais tu les entends entre 19h et 23h. Donc il faut convaincre les lieux déjà de leur dire, voilà, non, on est vraiment sur la découverte, la mise en valeur de votre lieu comme un concert. Les rassurer, parce que c'est des lieux du patrimoine, donc voilà, des fois il peut y avoir des œuvres, ce genre de choses, donc voilà. Et ensuite, on va dire que ça prend, pour tout ce qui est production, régie, etc., comment on aménage le lieu, tout ce qui est les contrats d'artistes, ça prend 1 mois. Et sur la communication, à peu près aussi. Okay. Mais comme c'est tout le long de l'année, si vous voulez, c'est très régulier, quoi. Enfin, finalement, on y travaille un peu toute l'année. Voilà. Donc toi, tu t'occupes à temps plein de ça. Voilà, et je travaille aussi pour le festival Electro Alternative. Ah oui, d'accord. Voilà. Gros festival. Voilà, je gère la communication du festival. Donc je suis à la petite,
et au festival. Mais bon, là on est venu pour la petite, je viendrai une autre fois pour l'électro alternative. Je propose qu'on se retrouve juste après une petite pause musicale avec Bigaranx et Taiwan MC sur Mojo Redeem. Voilà, je me souvenais plus du titre. On se retrouve dans 5 minutes, à tout à l'heure. Taiwan Bigaranx with the swagger. Taiwan MC et Bigaranx sur Radio Booster sur 89.1 et toujours avec Robin de La Petite pour parler de l'association et de l'événement de demain. Ouais. Une question qui intriguait beaucoup Aurore. Pourquoi ça s'appelle La Petite? Oui, en fait, au début, en 2004, quand on a été créé, ça s'appelait La Petite Compagnie. C'était un collectif d'artistes. Et ensuite, en 2006, Émilie a repris la direction. On a contracté avec La Petite. Et en fait, pour nous, on trouve ça intéressant parce qu'on a toujours un rapport très proche avec le public, toujours dans l'intimité. Ouais. Et du coup, en fait, il y a toujours plein de gens qui disent La Petite est grande parce qu'on fait des gros événements, mais c'est toujours important pour nous d'être... On est un projet humain et on a un vrai lien avec les artistes, avec notre public. Proche de... Ouais, d'accord. Voilà. Donc, ça s'est fait naturellement, mais je pense que du coup, ça colle bien avec le projet. Ouais, bah ouais. Et dans toutes les personnes qui travaillent donc sur les projets, c'est quoi les différents un petit peu des graphistes, je suppose, je sais pas, pour la communication. Alors, donc il y a Bérangère qui est la chargée de production, moi qui m'occupe de la communication, direction artistique. Donc c'est moi qui fais la programmation musicale. Ensuite, on a un graphiste, effectivement, mais qui est en indépendant, qui est à Lyon. Et souvent on a un volontaire civique ou un stagiaire qui nous aide pendant les événements sur un peu la production ou la communication. Mais on est vraiment deux à gérer, gérer le projet. Ah si, et on a le collectif Sympa aussi qui nous fait des captations vidéo pendant l'événement. Voilà. D'accord. Et vas-y. Pour participer aux soirées, ça se passe comment? Enfin, c'est ouvert à tous Alors justement, je me posais la question si c'était ouvert aux mineurs ou pas. Je vais aller regarder sur le site, ça doit être marqué. Il me semble que oui. Mais je suis pas sûr parce qu'il y a la vente d'alcool. Donc je voudrais pas dire de bêtises, mais en tout cas pour les majors, c'est ouvert à tout le monde. Évidemment, il suffit de prendre sa place sur le site internet, enfin sur Festic, ou vous nous suivez sur Facebook, il y a tous les liens, ou vous pouvez prendre vos places sur le lieu. D'accord. Voilà. Pardon. Et c'est c'est toujours complet. Enfin, ça marche toujours très bien. Ouais, à chaque fois on était. Oui, ça marche toujours bien. Ouais. On n'a pas de problème là-dessus. Enfin, en tout cas, le public est content, ça leur plaît, donc voilà. Ils reviennent. En espérant que ça continue. Du coup, l'événement de demain, je rappelle, c'est à la chapelle des Carmélites. Non. Aux abattoirs. C'était en octobre dernier, c'est pas grave. Oui, c'est aux abattoirs, c'est 18h15. Ça commence à 18h15 et ça finit à 22h30. Et ensuite, il y a un after gratuit aux connexions. D'accord. Voilà. Et donc, aux abattoirs, on visite le musée en même temps ou... Ouais, c'est un événement un peu particulier. Du coup, c'est un événement tout autour de la cassette audio. Donc, on a invité des labels à présenter leurs cassettes, des sorties cassettes qu'ils font. Il y a une petite conférence aussi avec le DJ, un boss du label toulousain qui s'appelle Blowbock, qui sort que de la cassette aussi, et Inner Disc, un nouveau disquaire de musique électronique, où on va parler de la question du do it yourself dans la musique. Et ensuite les concerts, et on peut visiter aussi l'exposition avant le concert, avec des Walkman de cassettes, en écoutant des musiques. Voilà. Donc il y a un échange aussi autour de... comment dire? Il y a un lien avec Tu veux dire avec les expositions, etc. Non, enfin, il y a une partie où vous discutez avec les gens de... Oui, voilà, ça, on le fait pas d'habitude, mais là, oui, effectivement, on a vraiment un temps de rencontre où on voulait justement, pourquoi pas, un peu discuter d'échanger avec des artistes leur avis, notamment là sur la cassette audio, tout ce qui est fabriqué main. Mais d'habitude c'est pas un format qu'on fait, mais là comme c'était avec les abattoirs, en fait on a réfléchi vraiment à un événement à part. Tous nos événements de toute façon, comme j'ai dit, sont taillés en fonction du lieu. Voilà. Ben, merci beaucoup d'avoir été avec plaisir. nous. Merci beaucoup. C'est un projet très intéressant. Très intéressant. Et donc à suivre sur Facebook, La Petite ou lapetite.fr. Voilà. Super.
Et pour notre part, nous on se retrouve dans l'année prochaine. L'année prochaine. Eh oui, Ah, c'est drôle ça. Très drôle, oui. Donc pour janvier 2016. Et on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année ou tout ce que vous voulez, meilleurs vœux. Une bonne année déjà. Et on se retrouve donc en janvier et je vous dis à bientôt. Au revoir tout le monde. Salut à tous. Au revoir. C'était le podcast dans un mois. Bye bye.